Alors voilà, bonjour, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui puisque donc vous allez nous parler de l'impact du livre numérique sur les pratiques d'édition. Donc je présente, donc M. Fauchier qui vient de l'université Grenoble-Alpes et voilà donc pour une intervention aujourd'hui qui vient donc enrichir les réflexions que nous menons dans ce séminaire. Merci d'être venu. Merci pour votre accueil. À tout à l'heure pour la suite de la discussion. Alors, avant de commencer, il faut que je me présente un petit peu plus précisément parce que j'ai un multiple statut qui fait que je suis vraiment très heureux d'être ici. Je me suis beaucoup posé la question de la légitimité de ma présence et de ma présentation puisque actuellement je suis contractuel à l'université Grenoble-Alpes, donc à l'IUT2 dans le département information communication. Et donc contrairement à toutes les personnes autour de cette table, je ne suis pas docteur. Voilà. Par contre, je vais normalement commencer un doctorat à Montréal sous la direction de Marcello Vitali Rosati en septembre. Donc c'est un projet qui est en train de se préciser très fortement. Et donc les travaux que je vais présenter ici sont le moyen pour moi de faire le lien entre mon mémoire de master que j'ai fait en reprise d'études l'année dernière et justement les travaux que je commencerai à travers le doctorat. Donc c'est une belle occasion pour moi de vous présenter un petit peu où j'en suis, d'avoir l'occasion aussi d'échanger avec vous et de travailler aussi sur des questions qui vous animent avec d'autres personnes, d'autres chercheurs ou d'autres doctorants en dehors du domaine d'édition de l'information ou on va dire des littératures. Alors, juste pour finir sur la présentation aussi, parce que ça va beaucoup compter sur ce que je vais vous montrer ici. Moi, j'ai au moins deux casquettes, celle d'enseignant et celle d'indépendant. C'est-à-dire j'ai une activité en tant que prestataire. Je travaille avec des maisons d'édition, des structures culturelles, sur des projets éditoriaux divers et variés, principalement autour du livre numérique. Donc, j'arrive depuis 2 ans à associer à la fois un travail de recherche, même si j'ai pas de statut, je ne suis pas de maître de conférence, je ne suis pas docteur, mais j'ai l'occasion quand même de participer à des colloques, de publier dans des revues avec comité. Donc du coup j'ai la possibilité d'allier en fait une pratique et une recherche, ce qui est très confortable, ce qui demande un petit saut intellectuel parfois compliqué, mais en tout cas c'est... Voilà. Donc mon activité principale c'est quand même l'enseignement, mais j'ai pas mal de projets dont certains je pense je pourrais vous présenter quelques résultats. Je travaille avec un musée à Toulouse actuellement qui en fait est la concrétisation d'une certaine façon de ce que je vais vous présenter là. Alors, donc ça s'appelle l'impact du livre numérique sur les pratiques d'édition, donc reconfiguration des processus de publication. Alors un petit préambule aussi pour dire que ce que je vais vous présenter là est une forme de déclinaison du mémoire que j'ai préparé et que j'ai soutenu en 2018, qui s'intitulait « Vers un système de publication numérique édité avec le numérique ». Et donc là, j'ai essayé de reconfigurer un petit peu les choses, de recontextualiser et surtout de pointer du doigt quelques éléments qui me semblaient intéressants en ayant visionné quelques vidéos de votre séminaire. On verra dans les échanges si je suis à côté ou pas. Et puis ce sera aussi l'occasion, à travers différentes pistes que je pourrais donner à la fin de ma présentation, de rebondir vers peut-être des choses qui sont plus dans vos axes de recherche. Voilà, pour dire aussi que si ça vous intéresse, j'ai fait des présentations déjà de ce sujet-là, mais sous des formes assez différentes, plutôt sous la forme de présentation de projets techniques, notamment à l'Institut national d'histoire de l'art ou ailleurs. Donc je mettrai tout ça dans la bibliographie, vous pourrez aller voir aussi ces présentations qui sont assez différentes de ce que je vais vous présenter là. Pas trop refaire 2 fois la même chose, donc là j'ai essayé de travailler sur d'autres aspects. Et puis ce qu'il faut qu'on fasse avant de commencer, c'est déterminer un petit peu le champ qui nous concerne, qui me concerne moi, puisque là je vais parler de plusieurs choses et qu'il faut tout de suite que je précise certains éléments, notamment la question du secteur éditorial, parce que je vais parler beaucoup d'édition et de livres, et ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout ce qu'on appelle un grand package, la non-fiction, donc tout ce qui est littérature grise, tout ce qui est édition scientifique aussi, donc ça c'est un premier point important. Le deuxième, c'est que le point de départ c'est le livre, mais qu'on va aussi regarder ce qui se passe vers d'autres publications, d'autres types de publications, donc évidemment aussi des articles comme des articles de recherche, et qu'on va voir que les deux sont très liés.
et que juste après, je vais essayer justement de définir un petit peu plus précisément des notions importantes, notamment autour de la distinction entre édition et publication. Voilà, donc le point de départ c'est le livre aussi en tant que codex, pareil au rouleau, et le fait aussi qu'on parle ici d'un objet qui est le résultat de plus de 2000 ans de recherche et de développement. Alors je dis ça aussi sous l'aspect un petit peu technique, tout simplement parce que ce que je vais vous montrer après sont des expérimentations somme toute assez récentes d'un point de vue technique, contrairement au livre imprimé, au livre paginé, qui lui a représenté énormément de recherche d'une certaine façon, alors que là on est sur des objets beaucoup plus récents, qui méritent d'être analysés, mais en ayant conscience qu'ils ont moins de 20 ans. Alors, quelques éléments de définition. Donc, le premier, c'est la question du livre. Alors, on pourrait passer plusieurs jours à définir ce que c'est qu'un livre, à même faire un séminaire, il y en a un certain nombre déjà, sur définir ce que c'est qu'un livre. Alors, je vous ai proposé cette petite définition, juste pour qu'on se mette un petit peu d'accord sur ce que recouvre ce concept. Donc, texte structuré d'une longueur variable, accessible sous différentes formes, mais héritier du codex. Clos et figé dans une certaine mesure, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Clos, c'est-à-dire que on sait que d'une certaine façon le texte s'est arrêté pour telle ou telle raison, souvent ça s'insère dans un projet éditorial. Et figé dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on va voir que au moment où on accède à un contenu, il y a de fortes chances, lorsqu'on parle d'un livre, d'être au moins figé pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années. Pour la question du livre numérique, on va voir que ça devient un petit peu plus compliqué, notamment sur certaines expérimentations de publications scientifiques qui posent justement cette question de, même si on a un livre d'une maison d'édition universitaire, mais qui peut bouger à chaque instant parce que n'importe quelle modification peut être intégrée, il y a cette question justement de la définition de l'objet qu'on est en train de lire. Alors, définir l'édition pourrait prendre aussi beaucoup de temps. Alors, j'emprunte ici une définition d'Hervé Le Cronier, qui parle de prendre soin dans le cadre d'édition. Alors c'était lors d'une journée professionnelle la semaine dernière à l'ENSIB, il est intervenu et je trouvais assez intéressant cette notion de prendre soin. Prendre soin d'un texte en vue d'une publication. La notion de texte ici je la définis pas beaucoup plus parce qu'elle est extrêmement variable, mais on en discutera plus tard. Et donc prendre soin, ça peut recouvrir beaucoup de dimensions, mais c'est notamment retravailler le texte pour l'insérer dans une démarche éditoriale, donc ça peut être une collection, une maison d'édition, un écosystème plus global aussi, c'est-à-dire en comparaison à d'autres maisons d'édition, et ainsi de suite. La notion de publication, à ne pas confondre avec édition, même si on va voir que je franchis régulièrement la frontière entre les deux, donc au sens de rendre public un texte, éventuellement après avoir mis en forme ce texte. Alors la question de mise en forme n'est pas uniquement graphique, c'est aussi sur les questions de publication sur des plateformes, mais on distingue ici avec édition parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines figures, certains acteurs qui vont peut-être disparaître dans un acte de publication par rapport à l'édition. Et puis il y a surtout dans la notion de publication, alors justement Marcelo Pitali-Rosati en parle bien mieux que moi sur le concept d'éditorialisation, mais l'espace n'est pas tout à fait le même. Et effectivement, on voit aujourd'hui énormément de plateformes qui permettent de publier facilement des textes dans beaucoup de domaines différents, y compris dans le domaine scientifique et en sciences humaines et sociales, mais justement sans intermédiaire. Et c'est là où justement on se démarche, on se dégage de la notion d'édition. Et puis livre numérique, alors je vous le dis parce que vous ne voyez pas, livre dématérialisé au sens où sa forme n'est plus matérielle. Alors je vais beaucoup insister sur la question de dématérialisation qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse, puisque le livre numérique, alors peut-être que vous en lisez, peut-être que vous en lisez pas, mais que ce soit sur téléphone, sur liseuse, sur ordinateur, sur tablette, requiert une infrastructure qui elle est bien matérielle. On le voit ici aujourd'hui, puisqu'on a tous un écran et un ordinateur devant nous. On le voit aussi parce que il y a quelqu'un qui suit à distance cette présentation. Et pour ça, il faut des câbles internet, il faut des serveurs. Et la dématérialisation, c'est juste le fait de pouvoir se passer de l'objet imprimé qu'on a l'habitude de manipuler pour lire
mais on a toujours une présence assez forte de matériel par ailleurs. Alors, toujours dans le préambule, avant d'attaquer un petit peu plus loin et de voir de quoi on va parler, puisque pour l'instant vous n'en savez pas plus que le titre, juste dire aussi que là on va parler de livres et de numérique, et qu'il faut bien faire attention aussi qu'il y a eu, avant le livre numérique, plusieurs rencontres qui ont débuté à partir des années 80, principalement avec l'arrivée d'Internet et du web, mais aussi avec l'informatisation des bibliothèques, la mise en place de bases de données ou de catalogues. L'informatisation des métiers du livre, c'est notamment tout ce qui va être informatisation des métiers de l'édition, avec les logiciels de publication assistée par ordinateur, de traitement de texte, qui vont concerner aussi les auteurs. Et puis après, tout ce qui est circulation de l'information pour les diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothèques. Donc ça, c'est aussi important de prendre conscience que bien avant le livre numérique, il y a eu plusieurs rencontres entre le livre et le numérique. Donc l'informatisation des métiers du livre, je viens de le dire, et puis l'émergence du livre numérique, donc là on est plutôt autour de 2006-2007, c'est-à-dire que c'est quelque chose quand même relativement récent, une bonne douzaine d'années, où le livre numérique est apparu, alors il est apparu en tant que usage démocratisé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations avant, il y a eu beaucoup de formes diverses du livre numérique bien avant cette période-là. Là c'est plutôt d'un point de vue d'usage économique, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on a pu voir des usages décollés. On a pu voir aussi que, d'une certaine façon, on assistait à un essor économique, alors que jusque-là, le livre numérique était confiné à des expérimentations, à des espoirs assez nombreux. Ce qu'on va voir un petit peu dans la suite de la présentation, c'est que finalement, le livre numérique, surtout en France, peut-être plus largement en Europe, n'a pas rempli toutes les espérances qu'on avait pu placer en lui. C'est-à-dire qu'économiquement, on reste autour des fameux 5%. Alors, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins selon les secteurs qu'on regarde. Donc 5% c'est plutôt du chiffre d'affaires. En termes d'usage, ce serait un petit peu plus compliqué d'essayer d'analyser les répercussions du livre numérique, mais c'est pour dire que finalement ça reste un objet qui est encore en marge du livre imprimé, même s'il est totalement incontournable pour la plupart des maisons d'édition, mais aussi pour les pratiques des chercheurs, parce que c'est un accès privilégié, quelle que soit sa forme. Alors on parlait de forme et de format, comme un livre numérique au format EPUB, ou l'accès à des livres numériques via des plateformes comme Open Edition ou Carn.info. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je fais ce préambule un petit peu long? C'est pour poser certaines choses et pour pouvoir bien garder à l'esprit que là on va parler ensuite de livres et de livres numériques, mais qu'il y a quand même un certain bagage, un certain héritage issu justement de toutes ces rencontres-là, et aussi de la distinction que j'ai pu faire entre édition et publication, et sur aussi ce qu'on appelle un livre ou une publication. Alors, ce que je vais vous présenter par la suite, c'est justement des nouvelles formes de publication numérique, qui, d'une certaine façon, reconfigurent on va dire les processus d'édition au sein d'une maison d'édition classique ou au sein de structures d'édition, comme ça peut être le cas, j'en parlerai un petit peu à la fin, comme une structure culturelle, ou aussi, comme ça peut être le cas dans un domaine qui nous concerne ici de façon directe, comme un laboratoire de recherche qui a une activité de publication, sans pour autant être éditeur forcément. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous présenter un certain nombre principalement un projet de nouvelles publications numériques, un projet américain, et de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en extraire en termes de concepts et de principes aussi qui du coup reconfigurent cette activité d'éditeur. Jusqu'ici tout va bien? Ouais. Alors, de nouvelles publications, donc le point de départ de ma réflexion, il a été principalement sur une publication. Alors j'avais prévu de vous en montrer deux, on va voir un petit peu si j'ai le temps, peut-être que je vous en montrerai une deuxième sur la fin, pour peut-être remettre en cause les principes que je vais poser ou au contraire les appuyer, mais principalement une publication qui est proposée donc, par Getty, Getty qui est une fondation et un musée aux États-Unis et qui a un service d'édition assez actif, principalement sur l'édition de catalogues grand public et aussi catalogues pour des professionnels ou des chercheurs dans différents domaines, notamment tout ce qui est histoire de l'art, archéologie, etc. Et donc ce qu'a mis en place
cette structure Getty Publication, donc qui est une structure d'édition, c'est justement un système qui leur permet de publier relativement facilement des éditions nativement numériques. Alors pourquoi je dis nativement numérique? Parce que leur objectif premier, c'est d'avoir cette forme numérique, cette forme entre guillemets dématérialisée, mais de prévoir aussi tout de suite aussi une forme imprimée, donc beaucoup plus classique, ainsi que, comme ça se retrouve de plus en plus dans certains domaines de recherche, des jeux de données. C'est-à-dire que, sur l'exemple que je vais vous donner, c'est un catalogue d'œuvres. Alors j'ai pris lequel? J'ai pris des lampes en terre cuite. Donc il y a un certain nombre de pièces. Et donc ce qui est intéressant, c'est pas tant d'avoir le catalogue sous sa forme classique éditée, mais aussi toutes les informations directement qui accompagnent. Donc voilà, toutes les informations de description de ces objets-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la chaîne de publication, elle est empruntée au monde du web, au développement web, et donc elle se démarque très fortement des outils qu'on a l'habitude de rencontrer dans les structures d'édition classiques, des outils que vous connaissez en partie. Souvent, on a le Duo, traitement de texte, en grande partie un logiciel comme Microsoft Word, et puis un logiciel de publication assistée par ordinateur comme souvent InDesign, même s'il y a quelques années, il y avait encore un peu de concurrence. Aujourd'hui, c'est l'outil qui est le plus utilisé. Et puis là, l'idée, c'est justement de se dégager de ces outils habituels pour différentes raisons qu'on va aborder un petit peu plus tard. L'intérêt ici, c'est que en mettant en place ce système, l'équipe de Getty Publication s'est rendu compte que finalement, ils pouvaient conserver la maîtrise totale de leur outil de conception. Ça, c'est extrêmement important pour eux, de production, mais aussi de diffusion. Donc, ils vont en fait contrôler toute la chaîne. Là où ils avaient expérimenté en fait un certain nombre de prototypes un petit peu avant, et notamment des prototypes qui ne leur permettaient pas en fait de pouvoir voir sur le long terme, parce que voilà, ils travaillaient avec des prestataires qui leur produisaient des outils qu'il fallait mettre à jour quelques années plus tard, ils perdaient la main, ça coûtait extrêmement cher, et donc là ils se sont dit on va essayer de nous-mêmes créer les outils dont on a besoin. Alors je vais vous montrer un exemple, vous pourrez le retrouver assez facilement. L'adresse est indiquée là, donc c'est getty.edu/publication.ancienlamps. Donc on va aller le regarder un petit peu ensemble. Hop, je vous montre en direct, comme ça c'est un petit peu plus vivant. Voilà. Donc là on est sur tout simplement un site web, c'est-à-dire un site web qui présente un catalogue édité par Jean Bussière et Birgitta Lindroswall. Alors je le prononce un petit peu n'importe comment, mais peu importe. Hop. Oui, là ça va pas aller pour l'heure, c'est pas grave. Ouais, vous sortez du chemin. Ah oui, non mais je reviens. C'était juste pour enlever la chaise pour que vous puissiez voir éventuellement un petit peu mieux. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a finalement un site web qui est somme toute relativement classique, c'est-à-dire que voilà, on a une petite présentation. Alors c'est la première fois que je le vois sur un écran aussi grand, mais voilà. Et donc là, on peut aller ensuite se balader donc, dans le catalogue qui est composé ici de 4 parties. Voilà, et donc à chaque fois, on va pouvoir aller consulter cette partie-là. Donc on a la présentation de différentes œuvres. Un texte qui est un texte quand même à visée scientifique. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de références bibliographiques qu'on retrouve dans une page qui rassemble toutes les références ici. Voilà. Donc, très pratique pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Hop, je retourne en arrière. Et puis on a différentes possibilités. Alors c'est pas sûr que ça fonctionne parce que voilà, donc forcément il y a un petit. C'est juste que cette page-là est censée présenter la possibilité de zoomer énormément sur les œuvres. On leur cite un petit problème technique, donc du coup on ne peut pas aller le voir directement. Et puis ensuite on va pouvoir accéder à d'autres contenus, c'est-à-dire que là ce qu'on peut voir c'est qu'on a donc, le catalogue, les contenus, et aussi donc la bibliographie, ce que je vous disais tout à l'heure, et puis la possibilité ici de télécharger un certain nombre de formats, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez lire le catalogue hors ligne, vous pouvez évidemment télécharger un format EPUB qui est le format de livre numérique, ou un format PDF qui est un format figé qui permet aussi de faire une impression de basse qualité, certes, mais quand même une impression, ainsi que ici une version paperback qui est, je crois, pour ce catalogue-là, une impression à la demande, c'est-à-dire que
Au moment où vous allez acheter donc, cet exemplaire du livre à 130 $, le livre en fait n'est pas encore fabriqué, donc c'est 500 pages quand même, c'est assez important, 630 illustrations en couleur, et donc en fait il va être imprimé dans les jours suivants que vous l'avez commandé, vous allez le recevoir quelques jours plus tard. Et donc il y a à peu près tous les formats, y compris aussi, c'est-à-dire que là on ne voit pas très bien, mais il y a tous les téléchargements. On a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des jeux de données. Alors soit toutes les images du catalogue, donc très important aussi pour les chercheurs de pouvoir accéder ici à toutes les images, ou des données sous différents formats, donc du CSV, ça va être l'équivalent d'un gros tableur, ou du format JSON, qui est un autre format qui est beaucoup utilisé plutôt pour faire du traitement de données. Donc c'est juste un autre formatage. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hein. Hop. Alors il ne va pas pouvoir me l'afficher comme ça. Je vais juste vous montrer celui-ci. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là on a vraiment différents niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on peut soit venir lire le catalogue en tant que curieux. Alors il y a quand même beaucoup de références bibliographiques qui viennent entre guillemets polluer le texte. Pour quelqu'un qui n'a pas d'objectif de lire toutes ces références, ça peut être relativement lourd. Par contre, là, on peut accéder directement donc, à tous les contenus. Il faut juste que je le formate comme il faut. Voilà. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on retrouve en fait toutes les œuvres avec un numéro qui correspond à des numéros d'inventaire, un identifiant, une localisation, voilà, des dates, etc., etc. Donc toutes ces données-là peuvent être téléchargées, utilisées. On a même les dimensions qui sont présentes ici, des descriptions, et ainsi de suite. Et donc et même l'accès aussi au catalogue, puisque du coup il y a aussi un catalogue en ligne qui référence toutes les œuvres, et du coup on peut aussi accéder à ces données. Donc ça c'est juste pour vous montrer un usage possible aussi de ce document. J'arrête ici la démonstration. Donc la seule chose que je n'ai pas réussi à vous montrer, c'est la possibilité de zoomer de façon très importante dans les œuvres, ce qui présente aussi un avantage que ne peut pas présenter un ouvrage papier, sauf à présenter de multiples planches avec des définitions très importantes des objets. Donc voilà pour l'exemple que je voulais vous présenter. Alors, vous m'excuserez cette expression un petit peu cavalière, so what, c'est-à-dire que là, je vous ai présenté voilà, une forme qui est finalement relativement classique, c'est-à-dire qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir des publications sous différentes formes, au moins sous la forme imprimée et numérique. Là, c'est un petit peu plus original parce qu'effectivement, on a tous les formats disponibles, y compris des jeux de données. Mais ce qui est très important, c'est que là, on peut voir qu'il y a déjà une prise en compte des besoins très divers des lecteurs. Alors, lecteurs au sens large, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis surtout, ce qu'on va voir, c'est comment les éditeurs peuvent produire en fait ces ouvrages et leurs différentes formes. Et donc là, on voit que les outils et les méthodes sont complètement différents. Ils ne sont pas du tout calqués sur ce que ont l'habitude de faire des maisons d'édition classiques. Et puis, ce qu'on verra aussi, alors on va voir si on a le temps, on verra aussi que ces outils d'édition amènent aussi des pratiques d'écriture, des pratiques d'inscription en creux, qui viennent s'ajouter aussi en fait on va dire à la publication ou à l'édition en soi. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant peut-être à aller chercher. Vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi. Alors, je vais retourner sur mon exemple. Je vais retourner sur mon exemple. Donc là, on est toujours sur le catalogue. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que on a différentes informations, notamment de révision. Et alors, si je ne me trompe pas, alors peut-être qu'on ne va pas l'avoir ici. Je ne dis pas de bêtises. Alors, on ne l'a pas là, donc moi je vais passer par un autre biais. Et donc là, en fait, je vais aller voir, alors, pour bien faire les choses, en direct, je vais envoyer le lien aussi à Amélie, histoire qu'elle puisse voir un petit peu de quoi on parle. Donc là, en fait, je me rends sur la plateforme qui rassemble en fait toutes les sources du projet. Alors, il faut préciser quand même avant, hop, vous excuserez mes petits rappels
divers et variés. Voilà, tac, plus les spams qui arrivent en même temps. Alors je vais plutôt faire ça comme ça. Ce qui est intéressant aussi dans cette démarche de Getty Publication, c'est le fait que tout est très ouvert. Très ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont décidé en fait de tout mettre à disposition en termes de contenu. Toutes les images sont téléchargeables en grand format, ce qui ne peut pas être le cas dans toutes les démarches d'édition. C'est-à-dire que Getty a depuis longtemps une démarche d'ouverture, d'essayer de placer toutes les images et toutes les productions sous des licences relativement ouvertes pour qu'il puisse y avoir des réutilisations. Ça ne peut pas être le cas partout, il faut en être conscient, hein, ça c'est sûr. Et donc là, la spécificité du projet, c'est que puisque tout est ouvert, pourquoi ne pas mettre les sources aussi du projet? Donc là, on est sur une plateforme qui est habituellement utilisée par des développeurs, qui s'appelle GitHub, qui est un petit peu le Facebook des développeurs, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui rassemble en fait énormément de programmes et de logiciels, des sources, donc c'est des choses, c'est du code, hein, c'est relativement technique. Sauf que ici, on va pouvoir voir en fait tout l'historique du projet. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la dernière modification a eu lieu le 21 novembre 2018, hein, comme c'était marqué dans la propos du catalogue. Et donc là, on peut aller voir, alors je ne vais pas décrire hein, le procédé qui est utilisé, hein, qui s'appelle Git, qui est un système de gestion de version. C'est juste que les commits, là où je clique, les commits en fait sont on va dire les sessions de modification qui ont pu intervenir sur le catalogue. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir des choses relativement triviales comme l'ajout d'italique, par exemple. Et donc si je clique là, je vais pouvoir voir les différentes modifications qui ont été faites. Là on peut voir que c'est tout simplement dans la bibliographie le fait qu'un titre a été mis en italique. Vous allez me dire que c'est relativement peu intéressant. Si je descends un petit peu plus, voilà, on peut voir ici qu'il y a eu un certain nombre de révisions mineures et donc pas mal de fichiers qui ont été modifiés, notamment voilà, des références. C'était pas au 1er siècle, c'était au 2e siècle. Sur une donnée précise, ce n'est pas non trouvé, mais il y a une description beaucoup plus précise, et ainsi de suite. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois en rouge, vous avez l'ancienne version, et on ne voit pas très bien, mais c'est du vert, la nouvelle version. Et donc, toutes les modifications depuis la création du catalogue sont donc visibles, ce qui est assez perturbant, parce qu'on peut vraiment voir toutes les phases d'édition. Donc là, ce que je vous avais montré, hein, c'est que là, il y a 1500 phases comme ça de correction, donc qui peuvent être souvent en grande partie sur des questions relativement techniques ou d'édition, de mise en forme de texte, mais aussi parfois vraiment sur le contenu. Voilà. Et donc là, on voit que plusieurs personnes interviennent. Donc ici, nous avons voilà, Greg Albers, qui est la personne référente pour tout ce qui est les processus de publication numérique. Erin Gardner, qui est un designer qui a travaillé pendant un moment au Getty et puis qui a changé de poste. Et puis si on descend un peu, alors je ne sais pas si on va les voir tout de suite, mais je ne vais peut-être pas les trouver. Il y a aussi une éditrice qui est intervenue sur les contenus. Mais je pense que je ne vais pas chercher trop longtemps non plus. Et donc on peut voir qu'on a comme ça au moins là 3 profils différents qui interviennent sur les textes. Donc une éditrice, un responsable d'édition qui lui va plutôt intervenir sur des parties techniques en termes d'édition, et puis un designer développeur qui intervient plutôt sur des parties techniques en termes de processus de publication, de format. Là on voit par exemple qu'ils ont modifié un certain nombre de paramètres dans le format EPUB qui est le format de livre numérique, et ainsi de suite. Et donc là il y a une certaine volonté aussi de rendre transparent toutes ces modifications, même si vous en conviendrez, sur ce que je vous ai montré, l'intérêt est quand même relativement limité. Mais en tout cas on peut voir comment les choses ont été conçues et mise en ligne. Hop, voilà. Donc en quoi ça change profondément en fait les pratiques d'édition? Principalement parce que les outils et les méthodes qui sont utilisées ici ne sont plus des étapes irréversibles comme on a l'habitude de le faire dans des projets éditoriaux, alors relativement irréversibles. La proposition d'un texte à travers un logiciel spécifique, ensuite passage à un graphiste ou quelqu'un qui va mettre en forme ce texte, intégration des contenus, et puis un certain nombre de phases de révision
d'aller-retour qui sont souvent assez douloureuses et compliquées, c'est-à-dire que une fois que le texte est mis en forme dans le logiciel de publication assisté par ordinateur, on ne peut pas faire de grosses modifications, surtout si on est sur des maquettes compliquées. On ne va pas pouvoir réintégrer du texte si ça n'avait pas été prévu à l'avance. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer de faciliter en fait le dialogue entre les différentes personnes qui interviennent sur un projet d'édition. Alors, j'aborde la troisième ou deuxième partie, c'est-à-dire de nouvelles dimensions qui apparaissent à travers l'exemple que je vous ai donné ici, et puis je vais essayer de les souligner un peu avec d'autres exemples qui, je pense, vont pas mal vous intéresser aussi sur la question de la représentation d'informations et de données. Donc le premier, c'est la question d'interopérabilité. Je vais revenir rapidement sur ces trois notions. La question de modularité, la question de multiformité. Alors, multiformité existe, même si ça sonne vraiment comme un terme très étrange. Voilà. Alors, le premier point, c'est la question d'interopérabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? Je passe rapidement dessus. C'est la capacité d'un système à communiquer avec d'autres systèmes. Voilà, donc, tout simplement le fait de pouvoir, par exemple, ouvrir un format .doc avec le logiciel Word ou LibreOffice ou Page dans un système Mac. Qu'est-ce que permet cette interopérabilité? Elle permet une continuité d'une étape à une autre, c'est-à-dire s'assurer qu'un format va pouvoir naviguer d'un logiciel à l'autre en sachant qu'un logiciel correspond à une ou plusieurs étapes dans une chaîne éditoriale. Et puis il y a aussi introduire la dimension de réversibilité, c'est-à-dire réduire la tension dans la chaîne d'édition, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir passer d'une étape à une autre, revenir en arrière sans qu'il y ait trop de friction. Un exemple type, par exemple, alors je vous ai mis la couverture d'un livre édité chez Open Edition Press qui s'appelle Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative, donc XML-TEI, donc comment ajouter un balisage intelligent aux ressources numériques. Là, on est dans le cas où ce format XML-TEI, alors si vous ne connaissez pas, je ne vais pas me lancer dedans parce que c'est assez technique, mais qui permet en fait de structurer un texte de façon très fine et surtout des textes qui ne sont pas nativement numériques. C'est-à-dire que vous pouvez autant décrire un manuscrit, une carte postale ou un texte plus récent, notamment avec des notions assez approfondies comme vous pouvez identifier des personnes, des lieux très facilement et ensuite transformer ce format en ce que vous voulez, soit une édition critique en ligne par exemple, ou un format PDF que vous allez imprimer, et ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple vraiment d'interopérabilité. Donc ça c'est une norme qui est beaucoup utilisée dans certains domaines de recherche, la XML-TEI. Et puis, alors vous retrouvez les références bibliographiques à la fin de la présentation. Petite citation aussi ici de U sur le fait qu'un langage de balisage n'est rien d'autre qu'un système d'annotation d'un document qui s'effectue d'une telle manière qu'il est possible de distinguer ces balises, ces annotations du texte que l'on annote. Alors, placé ici comme ça, sans introduction, ça peut paraître un petit peu abrupt. La question, c'est plutôt de savoir à un moment donné comment on peut qualifier des informations et un texte autrement qu'avec un rendu graphique comme on a l'habitude de le faire avec un traitement de texte. C'est-à-dire que en tant qu'auteur, en tant que chercheur, on va travailler sur un texte avant tout pour mettre en exergue un certain nombre d'informations, des niveaux de titres, des passages en gras, des citations, etc. Et donc ce qu'on peut faire, c'est aussi utiliser un langage de balisage comme XML-TEI ou d'autres langages beaucoup plus simples, mais j'aurai pas le temps ici de les voir en profondeur, qui permettent de marquer le document et d'avoir tout simplement un langage sémantique qui va dépasser juste un rendu graphique qu'on a l'habitude de manipuler au quotidien. Donc ça c'est pour la question d'interopérabilité. La deuxième question, c'est la question de la modularité. Alors c'est la capacité d'un système à se décomposer en modules interchangeables. C'est la métaphore du Lego. Voilà, chaque fonctionnalité est une brique et donc on compose un système à partir d'un certain nombre de briques qui vont correspondre à une ou plusieurs fonctionnalités de notre système, de notre processus. Alors, on voit, c'est assez flagrant dans le domaine de l'édition, ça va être justement un outil qui nous permet d'écrire. Donc habituellement on utilise un traitement de texte, mais ça peut être d'autres outils. Et puis un outil qui nous permet de mettre en forme. Donc là par exemple c'est un logiciel de publication assistée par ordinateur. Et puis un outil qui va nous permettre aussi de produire une version numérique et puis une version imprimée. Donc là souvent on utilise dans l'édition couramment
InDesign, quoique on voit apparaître justement, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'autres systèmes. En pratique, on a donc 2 programmes logiciels qui peuvent réaliser à peu près la même tâche ou la même fonction. Alors ce qu'on va voir dans cet aspect modulaire, c'est que souvent on n'a jamais exactement le même logiciel qui fait exactement la même action, mais qu'on va avoir voilà, des choses qui vont se recouper. Ce qui fait que, dans l'exemple que je vous ai donné de Getty, un certain nombre de programmes ou de logiciels qui ont été assemblés. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut relativement facilement enlever une brique et la remplacer par une autre, tout en gardant les mêmes fonctionnalités, en sachant que peut-être qu'il va y avoir un module qui va recouvrir un peu plus de fonctionnalités qu'on n'utilisera pas à ce moment-là, ou un petit peu moins, et du coup il faudra ajouter un autre programme. Alors j'ai essayé de vous schématiser rapidement un petit peu justement cette chaîne d'édition. Alors je passe rapidement dessus. Là ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un certain nombre d'outils, notamment on a des textes, des médias, des données, des feuilles de style qui permettent justement de mettre en forme un document et en l'occurrence un livre. Ensuite on va avoir juste en dessous un processeur. Donc là ils utilisent ce qu'on appelle un générateur de sites statiques. C'est tout simplement un programme qui va transformer un certain nombre de fichiers en site web. Fichiers HTML, CSS, alors JS pour JavaScript et JSON pour des données. Et puis on va avoir aussi la possibilité ensuite de pouvoir produire différentes formes, alors à partir justement de ce processeur, qui peuvent être, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un site web, ou d'autres formes, comme un format EPUB qui est un format de livre numérique, ou un format PDF imprimable, voilà, pour avoir une forme imprimée. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que l'idée justement dans un système modulaire, c'est que le processeur qui est ici présent, on peut le retirer et puis mettre un autre programme, un autre logiciel qui aura la même fonction. Même chose pour le générateur de PDF ici, on peut travailler avec différents outils. Là on est dans des questions assez techniques que je ne vais pas détailler, mais c'est juste pour dire que c'est possible et que ça laisse aussi une grande souplesse aux acteurs qui vont utiliser cette chaîne, à un moment décider de fonctionner plutôt avec tel logiciel ou tel autre. On verra aussi sur des notions aussi de logiciels propriétaires ou de logiciels libres, ce qui peut être aussi représenter beaucoup d'avantages. Alors, comme vous l'avez compris, à chaque fois que je vous apporte un des 3 principes, une des 3 nouvelles dimensions, je vous apporte aussi juste une petite citation pour avoir au moins un petit ancrage théorique. Alors là, je me base sur Gilbert Simondon, qui est un philosophe de la technique du milieu du XXe siècle. Donc, je vous ai mis une longue citation. L'objet technique progresse par redistribution intérieure des fonctions en unités compatibles, remplaçant le hasard ou l'antagonisme de la répartition primitive. La spécialisation ne se fait pas fonction par fonction, mais synergie par synergie. Alors, résumer la pensée de Gilbert Simondon en moins de 5 minutes, c'est pas possible. Ce qu'on peut dire ici, c'est que par rapport à des chaînes classiques, en fait, là ce qu'on va avoir, c'est une relation très forte entre les différents programmes qui se composent et qui forment même un processus complet, donc un système. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que là, on rentre exactement dans ce que Gilbert Simondon appelle un objet technique, et que même si lui, il l'appliquait plutôt à notamment l'électronique ou l'électrotechnique, ici on peut l'appliquer aussi à des programmes informatiques qui vont se répondre entre eux, et du coup non plus se répondre fonction par fonction, mais avoir des fonctionnements qui sont entrelacés et qui permettent justement d'envisager non plus une chaîne linéaire, mais un système qui va être presque organique et qui offre beaucoup de possibilités. Alors dernier point, avant de passer à quelques pistes de réflexion, ce qu'on peut faire donc aussi ici, c'est l'aspect multiformité, c'est-à-dire de nombreuses formes, on l'a vu tout à l'heure, imprimées, numériques, mais aussi des données. Du côté du livre imprimé, c'est pas un livre imprimé, voilà, on peut avoir des grands formats, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des formats poche, et puis aussi quelque chose qui est très important, qui est la POD, c'est-à-dire le print on demand, c'est-à-dire l'impression à la demande, la possibilité aussi de créer des formes de livres imprimés qui sont produites très rapidement, alors non pas uniquement sous des aspects purement économiques, mais aussi dans l'idée de pouvoir faire circuler beaucoup plus facilement les ouvrages, puisque
il n'y a plus de stock, ce qui veut dire que n'importe qui pourrait accéder à un livre sans avoir besoin de le recevoir, notamment sur des très grandes distances. Alors ce serait à confirmer, mais par exemple Getty, il est possible que Getty utilise un certain nombre de plateformes d'impression à la demande qui sont basées dans le monde, et si vous le commandez ici à Lyon, vous allez en fait le faire fabriquer en Europe, alors que si vous l'aviez commandé, je ne sais pas moi, au Canada, il aurait été fabriqué en Amérique du Nord et probablement aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition, de distributeurs et diffuseurs qui mettent en place ce type de procédé pour ne pas avoir déjà à stocker des livres, ne plus avoir cette logique de tirage qui était présente et qui est encore présente pour la majeure partie des éditions, et du coup de pouvoir proposer des ouvrages à flux tendu, c'est-à-dire vraiment à la demande, on va fabriquer un ou plusieurs exemplaires. Et puis pareil pour le livre numérique, on va avoir différents formats, EPUB, des applications, aussi du livre web, ce que j'ai présenté tout à l'heure, qui présente beaucoup d'avantages, on en rediscutera tout à l'heure, sur l'aspect aussi de l'inscription dans un écosystème ouvert qui peut être connecté, contrairement au format EPUB, qui est un format qui a le grand avantage d'être lisible sans connexion, c'est un format qu'on télécharge. Par contre, il est souvent déconnecté aussi d'un certain écosystème du fait de sa déconnexion. Alors je vous remets ici une impression d'écran justement des différents formats téléchargeables sur l'exemple du catalogue du Getty, donc on l'a vu, beaucoup de formats très différents. Et puis une petite citation cette fois d'Alessandro Ludovico dans Post Digital Print, qui nous dit que voilà, l'histoire nous apprend que la nature immuable et statique du médium papier a toujours été l'argument principal de ceux qui le déclaraient obsolète. Pourquoi je vous ai mis cette citation ici? J'aurais pu aussi vous utiliser une autre citation bien connue, ceci ne remplacera pas cela, ou ceci ne détruira pas cela. Sur aussi l'histoire des médias, on a pu noter que dans l'histoire récente du livre, on a, c'est plutôt des journalistes qui ne sont pas forcément spécialisés dans l'histoire du livre, ont annoncé à maintes reprises, au début des années 2000, la disparition du livre imprimé, du livre papier. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est vraiment le contraire. Alors non pas qu'il y ait des tirages beaucoup plus importants, tous les tirages de toutes les maisons d'édition sont en moyenne en baisse. Par contre, ce n'est pas les mêmes objets qu'on fabrique, et on ne les fabrique pas dans le même objectif, c'est-à-dire que par le biais de cette multiformité, donc cette hybridation, c'est vraiment ce qu'aborde Alessandro Ludovico dans son ouvrage, on a la possibilité aussi de se concentrer sur peut-être un ouvrage qui va être sous une forme relativement simple, comme le catalogue que je vous ai montré tout à l'heure. Moi je l'ai eu entre les mains, ce catalogue, qui est assez imposant, c'est un grand format, mais ça reste du papier relativement classique, une couverture souple, alors qu'on va pouvoir là prévoir aussi d'autres ouvrages, peut-être plus luxueux, représentant aussi d'autres aspects économiques, en plus des différentes versions numériques qui pourront circuler plus ou moins gratuitement, puisque là, ce qu'on voit aussi pour le Getty, c'est que leur objectif, c'est plutôt de vendre des ouvrages papier, relativement chers, mais utiles aussi pour certaines pratiques, alors que les versions en ligne sont au moins en accès gratuit. Alors, donc je passe à la dernière partie, sur la question plutôt, cette fois, de l'impact. Alors, je parle d'impact depuis le début sans l'avoir défini, alors j'ai mis juste une petite définition du CNRTL, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un impact, un effet de choc, un retentissement, une action forte sur quelqu'un ou quelque chose. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, sur les différents points qu'on a pu aborder ici, un vrai retentissement, même s'il reste sur des aspects quand même très spécifiques, sur aussi des marches éditoriales qu'on pourrait qualifier de niche, et que c'est loin de concerner toutes les maisons d'édition. Alors, juste pour prendre quand même deux exemples très opposés. D'un côté, ce qu'on peut voir, c'est que le Getty ou d'autres tentatives ou expérimentations, alors je vais peut-être vous la présenter maintenant, comme ça ça me parlera un petit peu plus. Donc là, je vous présente non plus un livre, mais cette fois une revue scientifique qui s'appelle Distill. Donc pour la personne qui nous écoute, c'est distil.pub, donc distill.pub, qui est une revue en ligne autour de tout ce qui est machine learning, c'est-à-dire intelligence artificielle. Et donc ce sont des articles de recherche. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a un certain nombre de publications
assez régulière. Alors pas du tout sous le mode de la revue qui va publier un numéro, mais sur la publication d'articles. Alors je vais en prendre un au hasard. Alors c'est un domaine que je connais absolument pas, donc je ne pourrais pas commenter les contenus, même si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser par ailleurs. Ce qu'on peut voir ici, c'est que on va avoir, alors je ne vais peut-être pas prendre cet exemple-là, celui-là. On va avoir, de façon assez classique, hein, une page web qui présente un article, souvent des articles assez longs, avec des formules mathématiques, puisque c'est le domaine concerné, et aussi des schémas interactifs. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir jouer sur des valeurs pour comprendre un petit peu ce dont il s'agit. Alors là, je fais n'importe quoi, je ne sais absolument pas quel est le sujet de cette revue. J'en avais lu d'autres, mais là, j'en ai pris un article que je ne connais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que au-delà de la dématérialisation de l'article et donc de la disponibilité en ligne, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas retranscrire en papier, c'est-à-dire la possibilité justement de faire évoluer des courbes, de jouer sur des données et de voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc là, on est sur des courbes de Gauss. Voilà, je passe un petit peu sur la suite, etc. Et donc là, on a un exemple assez intéressant d'une revue qui n'a d'intérêt que sous une version numérique. Alors vous pouvez imprimer, tout simplement comme imprimer une page web, cet article. C'est juste que tous les exemples qui sont donnés là vont disparaître ou être figés. Mais en tout cas, c'est possible si vous voulez quand même l'imprimer pour la lire plus tard. Mais en tout cas, je voulais quand même vous présenter cet exemple-là qui me semble assez intéressant sur ce domaine scientifique-là, hein, parce que c'est quand même un domaine très spécifique, mais qui pourrait s'appliquer à bien d'autres domaines en termes de visualisation de données. Hop. Alors, très rapidement, quelques questions, quelques réflexions soulevées, notamment sur l'impact et sur les secteurs éditoriaux concernés. Ce qu'on peut voir, c'est que ça concerne principalement, alors c'est un peu biaisé puisque j'avais déjà refermé volontairement cette question-là, puisque là ce qu'on peut voir, c'est que ça concerne principalement l'édition scientifique, mais aussi ce qu'on appelle au niveau international le trade, c'est-à-dire la littérature, le roman, puisque par exemple Hachette a complètement modifié sa chaîne de publication, au moins pour les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que tous les ouvrages qui sont publiés aujourd'hui et qui sont majoritairement des romans ne sont plus conçus et fabriqués avec des outils classiques type traitement de texte et logiciels de publication assistés par ordinateur, mais ce sont l'équivalent de pages web en fait, qui sont imprimées avec un certain nombre de logiciels, avec un petit peu le même type de schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'objectif est clair, c'est gagner du temps et beaucoup d'argent pour pouvoir justement produire des formes beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la prise en compte du contexte. Donc là, j'effleure la notion d'éditorialisation dont Marcello Vitali Rosati avait déjà parlé. Donc j'ai juste pris ce petit passage. Donc, dans l'espace numérique, un objet doit être connecté et mis en relation avec les autres objets pour exister, et justement dans la définition, une des définitions d'éditorialisation. Et donc ce qu'on voit, c'est que certaines formes numériques comme les sites web permettent justement d'entrevoir cette connexion plus forte. Alors là, ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation, justement sur la réutilisation des données, sur l'inscription dans d'autres usages et d'autres possibilités. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, par exemple, si je prends cet ouvrage, je vais pouvoir aller très facilement l'enregistrer dans Zotero. Alors ça peut paraître un détail, mais ici, si j'enregistre les informations de ce livre-là, avec Zotero comme on peut le faire classiquement lorsqu'on enregistre une référence bibliographique, on va récupérer en fait toutes les informations importantes. Alors ça peut sembler être un détail, mais du coup ça permet aussi l'inscription dans un écosystème particulier, qui est ici un écosystème de l'ordre de la recherche. Alors, autre piste sur l'enjeu des outils, et notamment des outils libres qui sont utilisés dans la plupart de ces systèmes que je vous ai présentés là. Alors là, c'est plutôt un auteur dans le champ du design et du design graphique, c'est Antoine Gelgon, qui dit donc la technique est un bien social à investir d'urgence et à tout prix. Qu'elle soit un langage, un objet ou un milieu, la technique est un bien social parce qu'elle est l'une des composantes indispensables à l'existence et à l'évolution des liens sociaux. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le choix des outils n'est pas non plus anodin, puisque
l'avantage que représentent tous ces outils, c'est qu'ils sont ouverts, alors non pas gratuits, ça ce serait une autre dimension, mais ils sont ouverts et donc ça permet à un certain nombre d'acteurs de se les accaparer, de les maîtriser, voire même de les modifier pour les reproposer, hein, c'est ce qui est en train de se passer là pour les outils utilisés par le Getty, et puis on le verra aussi à travers peut-être les questions que vous aurez, peut-être que je vous présenterai un autre exemple où moi j'ai pu aussi mettre en place une chaîne de ce type-là et contribuer à un certain nombre des outils que j'utilisais pour les améliorer, parce que j'avais des usages spécifiques. Et donc ce qu'on peut voir, c'est ici la possibilité pour les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, de pouvoir s'accaparer ça et de ne pas le laisser aussi aux mains de certaines structures qui vont en fait créer des outils monolithiques et relativement fermés. Là on a la possibilité aussi de garder une maîtrise de ces outils-là, alors c'est un coût non négligeable en termes de compétences, de formation, de sollicitation aussi de profils très particuliers. Et puis, pour presque finir, les questions de difficulté de mise en pratique, ce qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, c'est que la plupart des outils qui sont présentés là, ils ne sont pas simples à appréhender, contrairement à des outils qu'on pense être simples, notamment comme les traitements de texte, mais qui sont en fait extrêmement avancés et dont l'usage n'est pas du tout simple, rien qu'en termes d'ergonomie. Mais on a mis plusieurs années, je regarde la moyenne d'âge ici, mais je pense qu'on a tous dans nos vies professionnelles connu ce passage à un moment ou à un autre à des logiciels qu'on ne connaissait pas, mais on s'est toujours adapté et ça a demandé un certain nombre d'efforts variables. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas aujourd'hui c'est très compliqué d'utiliser Word parce que je ne l'utilise plus et du coup je me trouve incapable d'utiliser certaines des fonctionnalités. Voilà, c'est juste pour dire qu'on va retrouver un petit peu la même dimension dans les outils que je vous ai présentés là, c'est-à-dire que les mettre en place, les appréhender, les utiliser demande un certain effort et un certain accompagnement. Et puis pour finir sur une note quand même positive par rapport à cet élément-là, c'est aussi une reconfiguration d'une certaine forme de travail. Alors cette fois j'emprunte cette citation à Scott Crawford dans Éloge du carburateur, si je ne me trompe pas le nom de l'ouvrage. Donc nous avons trop peu d'occasions de vraiment faire quoi que ce soit parce que notre environnement est trop souvent prédéterminé à distance. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que via l'utilisation des outils classiques et traditionnels d'édition, on perd souvent une certaine maîtrise, voire même un certain plaisir aussi dans le champ ici qui nous intéresse, de produire un texte, de le mettre en forme, de le transmettre. Et donc là, on aurait l'occasion de pouvoir retrouver une certaine forme, peut-être pas de maîtrise, mais en tout cas d'acceptation d'un certain nombre de ces outils-là. Donc je trouvais intéressant aussi de faire le lien sur ce que représentaient ces outils, alors sans en faire une lecture sociologique non plus, on pourrait aller beaucoup plus loin sur justement retrouver la maîtrise des outils de production dans le champ de l'édition, mais c'est quand même un enjeu aussi important. Alors j'ai parlé déjà un petit peu trop longtemps. Je vous ai mis une petite bibliographie alors qui ne s'affiche pas bien à l'écran ici, puisqu'elle est incomplète et déborde largement. Mais en tout cas, vous retrouverez un certain nombre de références ici sur les différents ouvrages que j'ai pu évoquer pour les retrouver par ailleurs. J'ai été un petit peu long, peut-être que j'ai été confus sur certains points. En tout cas, l'objectif maintenant, c'est peut-être d'échanger autour des questions que j'ai pu aborder ici.